Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Golf, l'Open de France est clôturé ce dimanche par la première victoire d'un Suédois sur les greens de Saint-Quentin en Yvelines. Alexander Noren a réussi à arracher la 10e victoire de sa carrière devant des cadors comme le numéro 2 mondial Justin Thomas. Les détails dans ce magazine. Golf toujours, nous avons rencontré pendant l'Open de France Pascal Grisot, le président du comité Ryder Cup 2018. Nous avons fait le point avec lui sur l'organisation de la compétition 3 mois avant le début des hostilités. Interview à suivre. Cyclisme, Mantes-la-Jolie était à l'honneur la semaine dernière. Les championnats de France sur route étaient organisés dans la ville. Le rendez-vous a réuni pendant les 3 jours de compétition plus de 600 coureurs et des milliers de spectateurs. Coup de projecteur dans ce magazine. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. Je vous le disais dans les titres, la 102e édition de l'Open de France de golf s'est clôturée ce dimanche 1er juillet par une victoire sur le fil du Suédois Alexander Noren, une première pour le joueur. Les tricolores n'ont, eux, pas brillé. Le premier Français Mike Lorenzo Vera termine en 16e position. Des images de Nicolas Dandry, un montage de Xavier Jalin. Il est le premier Suédois à soulever le trophée sur l'Open de France. Alexander Noren, 35 ans, a réussi à dompter le parcours de l'Albatros avec un score de 67 final alors qu'il était parti avec un déficit de 7 coups en début de journée. Sa 10e victoire chez les professionnels. C'est génial. J'ai été proche de gagner cette année en Amérique et j'ai été ensuite à 2 coups de la victoire de Francesco Molinari à Wentworth. Quand vous êtes si proche, vous voulez vraiment cette victoire. Et c'est un sentiment incroyable de l'avoir aujourd'hui. Si Alexander Noren l'a emporté, c'est aussi parce que les autres cadors présents ont calé. L'Espagnol John Ram a dû se contenter d'une 5e place. Son compatriote Sergio Garcia termine lui 8e à égalité avec le numéro 2 mondial Justin Thomas. L'Américain était surtout venu pour prendre ses repères sur l'Albatros avant la Ryder Cup en septembre prochain. C'est un bel endroit, c'est un super parcours, une superbe ville et j'ai vraiment aimé venir ici cette semaine. Du côté des tricolores, on attendait le numéro 1 français Alexander Lévy, le chouchou du public français. Ce dernier terminera finalement à une décevante 65e place au classement. Seul Mike Lorenzo Vera arrive à se hisser dans le top 20 en terminant en 16e position avec une carte de 68 le dimanche. C'est toujours bon. Après j'ai pas non plus fini très très haut. Je pense que c'est pas un truc à retenir par rapport aux autres Français. Je pense que tout le monde essaie de se battre pour faire mieux que le top 20. Si les Français n'ont pas su saisir leur chance avec cette victoire sur le futur parcours de la Ryder Cup, le Suédois Alexander Noren pourrait définitivement convaincre le staff de le prendre dans l'équipe européenne. Réponse au plus tard le 12 septembre. On continue à parler de cette Open de France. Vous les avez sans doute aperçus sur les images du reportage précédent. Les spectateurs sont venus nombreux sur les greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines pour voir le numéro 1 France Alexander Lévy ou le numéro 2 mondial Justin Thomas. Des images de Patrick Jacques de Dixmude et de Nicolas Dandry. L'Open de France de golf a fait recette cette année. Plus de 48 000 spectateurs se sont rendus au golf national de Saint-Quentin en Yvelines pendant les 4 jours de compétition. L'une des principales raisons, le plateau de joueurs qui réunissait cette année des têtes d'affiche de la discipline. Au niveau du plateau, on n'a jamais ça n'a jamais été aussi beau. On a Justin Thomas, américain, fort sympathique, qui nous fait l'honneur d'être là. Sergio Garcia, qui n'est jamais venu ici. Ce qui est important parce que c'est un joueur culte de l'équipe européenne notamment. Le numéro 2 mondial Justin Thomas a attiré toutes les attentions. En conférence de presse, la salle était pleine à craquer pour capturer les premiers clichés de l'Américain de 25 ans à Saint-Quentin en Yvelines. Sur les greens, les spectateurs ont suivi avec attention. C'est parti. C'est un homme de grand talent, qui a une personnalité forte, qui a une concentration exceptionnelle, qui ne s'énerve pas ou très peu, qui est fair-play. C'est un monsieur, c'est un gentleman du golf. Je trouve que c'est bien, parce que voilà, d'avoir des grands joueurs, c'est quand même mieux. Quand vous allez voir un match de foot, si vous voyez Bayern Munich contre Dortmund, c'est mieux que d'aller voir Chantilly contre Agnières, ça c'est sûr. Non, je pense que c'est bien d'avoir des grands joueurs. Ça permet autrement de grandir, encore une fois. Le terrain de jeu était l'autre attraction de ces 4 jours de compétition. Le parcours refait à neuf pendant près de 10 mois pour la Ryder Cup a torturé les joueurs et fasciné le public. C'est un golf extrêmement complexe et qui a fait beaucoup de progrès au fil des années. Et je pense qu'aujourd'hui et à la Ryder Cup, on va avoir un spectacle étonnant.
Le rendez-vous est donc pris pour la Ryder Cup du 28 au 30 septembre prochain. Cette fois-ci, 60 000 spectateurs quotidiens sont attendus sur le site. On reste sur les greens de Saint-Quentin en Yvelines. Vous le savez désormais tous, la Ryder Cup, l'équivalent de la Coupe du Monde du golf qui opposera l'Europe aux États-Unis, sera organisée sur le même parcours que l'Open de France du 28 au 30 septembre prochain. Pour faire le point sur l'organisation, nous avons rencontré sur le site Pascal Grisot, le président du comité Ryder Cup France 2018. Xavier Jalin pour le montage. L'Open de France se déroule actuellement sur les greens de Saint-Quentin en Yvelines. À mes côtés, Pascal Grisot qui est le Mister Ryder Cup. Pascal Grisot, est-ce que cet Open de France vous rassure encore plus dans l'organisation de cette Ryder Cup 2018 ? C'est évident que si l'Open se passe bien, c'est un bon tempo. On est maintenant à 3 mois de ce grand événement que tout le monde attend avec impatience. Donc dire que l'Open de France est une répétition, pas tout à fait, parce que on ne peut pas comparer le volume, par exemple, de spectateurs que l'on aura pour la Ryder Cup par rapport à cet Open de France. Mais en tout cas, si l'Open de France se passe bien, ça nous permet de tester quand même un certain nombre de choses en n'étant pas tout à fait en configuration de Ryder Cup. Ça sera multiplié par combien le nombre de spectateurs ? Oui, aujourd'hui, on doit avoir à peu près 5000 personnes et on en aura 60 000. Donc c'est en tout cas par plus que 10, ça c'est certain. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est la question que je pense que tout le monde vous pose ici sur les greens de Saint-Quentin en Yvelines à accueillir cette Ryder Cup. Ça va être dans quelques jours, quelques mois. Écoutez, je ne veux pas paraître prétentieux, mais oui, on est prêt. Et la raison pour laquelle on est prêt, c'est qu'on y travaille depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, s'il y a 3 mois de l'événement, on n'était pas prêt, on aurait quelques questions à se poser. Maintenant, il y a toujours des réglages. Mais en tout cas, il n'y a rien aujourd'hui qui nous dit que cette édition de la Ryder Cup française ne sera pas une belle édition. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre encore où tout a été planifié, revu ? Non. Enfin, franchement, on n'a pas de zone d'ombre. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas de. C'est aussi un peu normal quand on travaille et qu'on élabore un projet comme ça 10 ans en amont. On a eu le temps d'y penser pendant le dossier de candidature. Ensuite, depuis 2011, date à laquelle on nous a donné cette chance de pouvoir organiser la Ryder Cup, qui est devenue très rapidement aussi une grande responsabilité. Eh bien voilà, on délivre toutes les promesses qui ont été faites et des promesses qui avaient été bien pensées pour pouvoir être tenues. Sur le plan sportif, on attend évidemment tous en France la venue d'un joueur français ici pour la Ryder Cup en septembre prochain. Est-ce que ça sera possible ? Alexander Levy ne se donne à l'heure actuelle aucune chance d'être dans l'équipe. 0% de chance. Est-ce que vous pensez comme lui, il n'aura aucune chance à votre avis ? Non, je pense que ce qu'a voulu dire Alexander, c'est qu'à aujourd'hui, si on regarde le classement, il a 0 chance puisque il n'est pas dans les classements des 12 meilleurs joueurs européens. Maintenant, il n'est pas si loin non plus. Donc, je pense qu'il s'est donné les moyens de pouvoir faire partie de cette équipe. Maintenant, dans la carrière d'un golfeur, c'est évidemment très important de jouer la Ryder Cup. J'ai envie de dire que ce serait très bien qu'il puisse jouer une Ryder Cup en France. Maintenant, s'il ne la joue pas là, moi, je lui souhaite de jouer les prochaines. Et de toute façon, pour ce que Alexander Levy apporte au golf français, je le remercie tous les jours. Alexander Levy qui ne viendrait pas ici sur les greens de Saint-Quentin en Yvelines, ça serait une déception, vraiment, à votre avis ? Je pense que ce serait avant tout une déception pour lui. Pour nous, le succès de la Ryder Cup ne va pas se mesurer au fait qu'il puisse y avoir ou pas un Français. C'est sûr qu'il y aurait une saveur spéciale si on avait un Français. Maintenant, si on n'a pas de Français, la Ryder Cup, pour mesurer son succès, il y a un tas de paramètres que le fait qu'il y ait un joueur, c'est un des paramètres, mais il y en a d'autres sur lesquels on va se baser pour que cette compétition puisse être un succès. Ça sert à communiquer quand même, un Français. Évidemment, les champions ont toujours, c'est un levier merveilleux pour la pratique du golf et en tout cas pour intéresser les médias, c'est toujours mieux quand on a un champion français. Maintenant, il ne faut pas oublier que des Français qui aient joué la Ryder Cup, on en a déjà eu. On a eu Thomas Levet, on a eu Jean Van de Velde, plus récemment on a eu Victor Dubuisson. Et c'est vrai que très peu de mois avant la Ryder Cup à Gleneagles, on pouvait ne pas être certain que Victor joue cette Ryder Cup et pourtant il a joué. Donc attendons de voir ce que vont donner les gros tournois qui arrivent maintenant. Il y a quelques tournois des Rolex Series. Il y a également des tournois majeurs cet été auxquels Alexander Levy est certain de participer. Donc une bonne performance dans ces tournois-là peut lui donner des chances de jouer la Ryder Cup. Vous le disiez, les Français attirent forcément les médias. Comment faire pour intéresser les médias qui ne suivent pas forcément toujours le golf ? L'idée, ça serait vraiment de mettre en prime time
le golf à la télévision pendant la Ryder Cup ici en France? Écoutez, d'abord, ce qu'il faut donner aux médias, c'est des choses qui fassent qu'elles puissent s'y intéresser au golf. Je pense que la fédération, en faisant en sorte d'accueillir la Ryder Cup, vous donne les moyens, en tout cas, de parler du golf d'une façon positive. En tout cas, c'est la raison pour laquelle vous m'interviewez aujourd'hui. Et ça, c'était des choses qui n'existaient pas avant cette candidature de Ryder Cup. Donc, oui, la Ryder Cup, et c'était la raison pour laquelle la fédération avait décidé de candidater, doit être un levier pour nous permettre de mieux développer la pratique de notre jeu de golf en France. Et je pense que ça va atteindre ces objectifs. On parle évidemment beaucoup plus de golf et de façon beaucoup plus positive qu'avant. Et après la Ryder Cup, l'image du golf aura définitivement changé en France. Vous avez le sentiment qu'on est peut-être un tournant vraiment pour le golf français? En gros, ça passe ou ça casse avec cette Ryder Cup? Non, moi je suis pas comme ça. Je veux dire, il faut qu'on mette tous les moyens pour que ça passe. Alors évidemment, il y a plusieurs paramètres. Le fait d'avoir des champions. Alors on a des champions, on a de très bons joueurs, mais peut-être pas encore le champion iconique. Mais remarquez ce qui s'est passé en Allemagne, qui a eu des très grands champions comme Bernhard Langer ou comme Martin Keimer. C'est pas pour ça que la fédération allemande s'est développée plus que la fédération française de golf. Donc un champion, ça suffit pas. La fédération a fait quelque chose d'unique au monde. C'est le développement des parcours compacts urbains. 100 parcours compacts urbains. Il y en a 98 qui ont déjà été construits par rapport à notre objectif de 100. Et puis, bien évidemment, l'accueil de grands événements. Et là, je pense qu'on va être servi. On a la Ryder Cup. En 2022, la fédération vient de déposer ce matin son dossier de candidature pour accueillir les championnats du monde sur le même parcours de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ensuite, en 2024, on aura les Jeux Olympiques. Donc, le soufflet ne va pas descendre après la Ryder Cup. Au contraire, on va faire en sorte qu'il y ait toujours des événements qui puissent susciter l'intérêt des médias. Alors même s'il n'y a pas de Français en septembre prochain ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a quand même un élément qui fait beaucoup parler de lui, c'est le parcours. Ici, tout le monde est unanime, le parcours, c'est peut-être l'un des plus durs au monde, l'un des plus beaux. Vous avez ce sentiment-là aussi ? Le plus beau, ça je me permets pas, je préfère que ce soit les autres qui le disent. Maintenant évidemment que quand c'est le parcours qui appartient à la Fédération française de golf, en tout cas grâce aux collectivités, grâce à l'État, on a pu continuer à investir de façon permanente sur ce parcours pour qu'il soit prêt à pouvoir accueillir les plus grandes échéances que seront la Ryder Cup et les Jeux Olympiques. Donc en termes de beauté, écoutez, c'est certain, les joueurs l'apprécient beaucoup. En termes de qualité d'entretien, les moyens qui ont été mis par la Fédération ces dernières années permettent, grâce à toutes les équipes, d'avoir effectivement un parcours capable de répondre aux échéances et aux challenges d'une Ryder Cup. Il est très compliqué, c'est un parcours qui est difficile, mais ce qui fait aussi que bien souvent ce sont les meilleurs qui gagnent et c'est un parcours très sélectif et qui a un intérêt notamment en match-play qui sera la formule de la Ryder Cup. Je pense qu'on va avoir un très très beau spectacle. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces prochaines semaines avant l'organisation de ce fameux événement ? Écoutez, que tout se passe bien, que surtout les spectateurs qui auront fait l'effort d'acheter un billet soient récompensés et voient un spectacle d'exception qui n'est jamais venu en France, qui reviendra à mon avis pas tout de suite, que les médias, que les partenaires, que tout le monde soit très satisfait de ce spectacle unique et puis que pour notre pays, cette compétition laisse un héritage positif de la création de richesses, le fait qu'on puisse avoir de beaucoup plus de golfeurs dans notre pays, que les jeunes aient envie, parce qu'ils auront vu la Ryder Cup à la télé, de s'identifier à ces grands champions. Enfin voilà, il y a un tas de choses que cette Ryder Cup doit pouvoir nous apporter. Merci beaucoup Pascal Grézeau. La Ryder Cup, ce sera du 28 au 30 septembre sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour promouvoir la Ryder Cup sur le territoire français, la ministre des Sports Laura Flessel et les responsables du groupe La Poste sont venus vendredi dernier au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines en pleine Open de France pour présenter le futur timbre à l'effigie du trophée de la compétition. Imaginez, il y a 2 ans et en vente depuis aujourd'hui, il est édité à 1 020 000 exemplaires au prix d'1,30 €. Un tarif qui lui permettra d'expédier des lettres dans le monde entier. On écoute les réactions. C'est la 3e fois qu'on sort un timbre sur le golf. La première, c'était en 1980, un timbre dont la thématique était la FFG, la Fédération Française de Golf. La deuxième, c'était en 2006 sur l'Open de France. Et là, c'est la 3e pour fêter, évidemment, un événement incroyable, la Ryder Cup. Il est très beau. Il représente vraiment l'engagement collectif de gérer de toute une nation, de tous les acteurs, publics, privés, du monde du mouvement sportif, de la Poste.
Pour trouver ce timbre, il faudra vous rendre dans certains bureaux de poste ou directement au musée de la Poste à Paris. Comme chaque lundi, je vous propose maintenant de vous immerger dès à présent dans la Ryder Cup et de découvrir chaque semaine des anecdotes sportives sur le tournoi. Aujourd'hui, le directeur technique national de la Fédération française de golf, Christophe Muniesa, se prête au jeu. Regardez. « 2004, c'est une Ryder Cup dont je me souviens à plus d'un titre. Deux raisons particulières et personnelles. La première, c'est la première Ryder Cup à laquelle j'ai assisté en vrai. C'était dans la banlieue de Détroit, à Oakland Hills. Et la deuxième, c'est parce que cette édition de la Ryder Cup également, il y avait un Français. Le premier Français à avoir joué la Ryder Cup, c'était en 99, Jean Van Ven à Brooklyn. Et là, c'était Thomas Levet qui s'était qualifié pour faire le voyage au sein de l'équipe européenne. Cette Ryder Cup, quand on la voit en vrai, c'était déjà un formidable avant-goût de ce qu'on s'apprête à vivre dans quelques mois au Golf National en France. Ce qui frappe, c'est le gigantisme de l'événement, encore plus quand on est sur le sol américain, tellement les fans américains sont déchaînés, le public, les médias, l'ambiance très particulière d'une Ryder Cup avec ces matchs en opposition directe. C'était aussi donc une découverte pour Thomas Levet qui, pendant l'épreuve, lui-même se confiait en nous disant j'ai joué des tonnes de championnats, j'ai remporté des épreuves sur le European Tour et pourtant il n'y a pas un événement comparable en termes de ferveur, en termes d'ambiance, en termes d'intensité et il nous disait lui-même que planter sa balle sur le tee du 1 en Ryder Cup, il n'y avait pas d'expérience comparable dans toute sa carrière de sportif professionnel. Donc une saveur particulière à plus d'un titre, couronnée aussi par une nouvelle victoire de l'équipe européenne à l'issue des 3 jours de compétition. Après cette large page golfique, un mot de cyclisme. 4 jours de compétition pour connaître les champions nationaux sur route. Les Yvelines accueillaient la semaine dernière les championnats de France. Un retour dans la région 20 ans après l'INA Montlhéry. 8 titres décernés sur les routes de Mantes-la-Jolie. Ce dimanche, c'était l'épreuve en ligne des professionnels masculins. Un reportage de Mélanie Poquet et de Nicolas Dandry. Vous êtes venus nombreux ce matin, il n'est que 8h45. Un départ matinal pour les 151 professionnels, mais l'heure n'a pas refroidi les supporters et les coureurs ce dimanche 1er juillet. Pour l'équipe, pas pour un personnellement, mais pour toute l'équipe FDJ, pour qu'on garde le maillot. Une fois qu'on s'y prépare, dans la tête c'est fait. On le sait depuis quelques mois que ça sera de bonne heure, donc on s'y habitue, on s'y préparait en amont. On a essayé de se lever un peu plus tôt que d'habitude les jours précédents. Le natif de Versailles a couru quasiment à domicile sur ses routes d'entraînement. Dans le public du soutien, celui de ses proches. On est à peine à 25 km d'ici, donc on est venu amis, famille, pour bien l'encourager. Au départ de 253 km, quelques-uns des meilleurs du peloton français. Le moral est très bon, la forme est bonne aussi. Il y a le Tour de France qui est vraiment en ligne de mire, donc le championnat est sur la route du Tour. Voilà. Et c'est sûr que oui, on espère le garder dans la famille. Toujours motivé, quelques jours du départ du Tour de France. Voilà, d'être au départ du championnat de France, c'est toujours une course spéciale, donc je suis content d'être ici. Mantes-la-Jolie a vu gagner Anthony Roux de l'équipe Groupama FDJ. Les coureurs sont maintenant tournés vers le Tour de France. Départ le 7 juillet de Vendée. Si vous avez manqué la venue des meilleurs cyclistes français sur ces championnats de France à Mantes-la-Jolie, certains coureurs reviendront le 29 juillet prochain dans les Yvelines pour participer à la dernière étape du Tour de France. Le peloton s'élancera à 16h15 depuis la ville d'Ouille pour une dernière étape de 116 km vers les Champs-Élysées. Ils passeront notamment par Saint-Germain-en-Laye, Poissy ou encore Chavenay et Rennes-Moulins. Nous allons maintenant ranger les vélos pour parler de tennis. Chez les sportifs handisport, l'élan courtois Johan Quillou du tennis club de Voisins-le-Bretonneux a été sélectionné pour participer au championnat de France, première série de paratennis en individuel. Une épreuve qui s'est déroulée ce week-end à Dijon. Nous avons la chance de recevoir sur ce plateau le tennisman yvelinois de 32 ans, Johan Quillou, pour qu'il nous débriefe son expérience. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment ça s'est passé, Johan ?
Écoutez, ça s'est très bien passé pour moi puisque j'ai fait une performance. J'ai terminé ces championnats 4e. J'ai pu jouer avec les tout meilleurs joueurs de paratennis français, notamment Frédéric Cataneo qui est numéro 3 au classement français. C'était une grande première, ces championnats de France, puisque c'était organisé pour la première fois par la FFT et non plus par la Fédération Handisport, puisque le paratennis a été intégré à la FFT. Et ça a été une grande réussite. Et on a pu jouer sur un fabuleux terrain de la Ligue de Franche-Comté-Bourgogne. Et vous avez terminé 4e. Et j'ai terminé 4e. Actuellement, je suis numéro 8 français, donc pour moi, c'est des résultats très encourageants pour la suite de mon projet tennistique. Vous auriez pu mieux faire, à votre avis ? Bien évidemment, on peut toujours mieux faire. J'ai eu un peu de pression sur ces matchs, peut-être pas assez de concentration sur les points importants. Beaucoup de jeux avec, je dirais, des jeux accrochés. Et je perds quand même la petite finale pour la 3e place. Je perds en 2-7 serrés. Mais sur le classement, sur le papier, le joueur que j'ai affronté était meilleur que moi. Il n'y a plus qu'à... la revanche, une prochaine pour une revanche, quoi. C'est un résultat encourageant pour la suite de la saison ? Oui, tout à fait, parce que j'ai fait une pause, moi, entre mi-2016 mi-2017, j'en avais besoin. Ça va faire maintenant bientôt 8 ans que je joue. Et je m'étais donné comme premier objectif une qualification au championnat de France. Et je me suis maintenu en première série. Donc la première série, c'est quand même les 10 meilleurs joueurs français. Et donc ces résultats sont plutôt encourageants puisque moi, ça me permet aussi donc, de progresser au classement français et également de me conforter ma place sur le plan international pour les échéances à venir qui sont, comme tout sportif handisport, ça va être la Coupe du Monde et les Jeux paralympiques de Tokyo puis de Paris en 2024. Donc vous êtes numéro 8 français, dans le top 50 mondial. Est-ce que finalement c'est votre classement, un classement logique ? Oui, tout à fait. Actuellement, c'est un classement logique puisque, comme beaucoup de sportifs en situation de handicap, moi, je suis salarié à côté. Donc, j'ai quand même un travail quasiment à temps complet, voire à temps complet aujourd'hui. Donc, je m'entraîne selon les disponibilités que j'ai, le soir, le week-end. Bien évidemment, si j'aurais un aménagement de temps avec des temps d'entraînement en journée, plus de jours pour faire des compétitions, je sais que je peux largement améliorer ce classement. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je fais avec ce que j'ai et on verra bien les opportunités qui me seront offertes sur la durée, sur l'avenir. Ouais. Alors, le comité des Yvelines souhaite également vous donner le titre d'ambassadeur pour le département du paratennis. Quelle est votre réaction ? C'est une immense joie, je suppose. Oui, c'est une grosse responsabilité également. C'est une très bonne nouvelle puisque enfin le département des Yvelines va s'ouvrir pour le développement du paratennis. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils veulent mettre les moyens dans les clubs yvelinois et à travers donc mon expérience et mon niveau de jeu de tennis, effectivement le terme ambassadeur me semble vraiment ce qu'il y a de mieux puisque je vais pouvoir les aider, on va pouvoir communiquer ensemble, je vais pouvoir faire des démonstrations dans les clubs valides puisque maintenant, comme je l'ai dit, le paratennis est intégré directement à la FFT et c'est surtout que je vais pouvoir intervenir dans les centres de rééducation, dans les écoles pour sensibiliser les jeunes au handicap, trouver des jeunes espoirs, des juniors pour leur donner en tout cas les armes pour qu'ils puissent peut-être un jour s'ils le veulent faire du haut niveau. Donc effectivement tout ça, ça va être un partenariat futur que je suis en train de mener avec le comité des Yvelines, comité de tennis de la Ligue des Yvelines avec notamment son nouveau président Francis Veilla. Les JO de Paris, c'est votre plus grand rêve ? Oui. Dans votre sport ? Oui. Les Jeux, le fait que effectivement que les Jeux soient à Paris, je pense que c'est quelque chose d'important. Paris c'est à côté, c'est notre capitale. Je jouerai chez moi si je suis qualifié. Et puis c'est une réelle opportunité pour aussi énormément d'entreprises qui vont sans doute soutenir beaucoup de sportifs paralympiques. Moi c'est aussi le cas c'est aussi mon cas puisque je suis aidé donc par une entreprise donc qui est le groupe GSF aussi qui me parraine depuis quelques années, qui est leader dans le nettoyage industriel et également j'espère pouvoir continuer avec la ligue donc du coup de tennis d'Île-de-France et ma petite salle Proxiform d'Elancourt qui me soutient pour ma préparation physique. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, Yohan Quillou. On continuera avec attention
vos futures performances dans ce 7-8 Sport. Merci beaucoup. Merci à vous. Des professionnels de la santé et du sport, mais aussi des athlètes de haut niveau présents ce samedi 30 juin à l'Université Versailles 50 ans Yvelines organisait son premier symposium sur la prévention sport et santé. C'était à Montigny-le-Bretonneux, un rendez-vous qui se veut récurrent chaque année d'ici les Jeux Olympiques 2024. Première édition avec pour thème prévenir les blessures, notamment dans la pratique du judo et du rugby. Propos recueillis par Nicolas Dandry. La médecine est en train d'entrer dans une nouvelle ère qui est l'ère de la prévention. L'accent doit être mis sur la prévention. Prévention à la fois des maladies et par le sport en particulier, et prévention des récidives de maladies chez les patients qui ont été malades, là encore grâce au sport. Judo, c'est plus particulièrement les genoux, parce qu'on est vraiment toujours en équilibre, on est sollicité par des déplacements et puis une opposition. Donc c'est vrai que souvent les ligaments croisés sont touchés par une pratique de très haut niveau. Également des petits traumatismes au niveau des mains, des doigts, des coudes, sur des répétitions de mouvements. Mais on peut aussi prévenir ça par la forme de jeu qu'on va proposer, c'est-à-dire qu'au lieu chez les jeunes de partir sur des situations où on va demander aux joueurs d'aller sur une heure d'entraînement pendant 20 minutes d'aller percuter des boucliers, ce qui est pas très motivant pour les jeunes, on va plutôt essayer de partir sur du jeu d'évitement, du jeu de passe dans lequel ils vont prendre beaucoup de plaisir. Voilà, et ça permettra d'avoir peut-être un rugby un peu plus intelligent. On referme ce journal par des images insolites. Pour fêter l'arrivée de l'été, la commune de Villepreux a organisé pour la toute première fois une color run sur le modèle de la course parisienne. Au programme, un parcours de 3 km au parc du Trianon avec des obstacles créés avec des pneus, des barrières ou de la paille. À chaque passage, la centaine de participants s'est fait arroser avec de la poudre biodégradable de couleur bleue, rose ou jaune. On écoute les réactions au micro de notre journaliste Nicolas Dandry. Très sympa. Bonne course, très cool, très coloré. Et puis c'est sportif ou pas? Vous êtes sous... Ouais, c'est trop dur. Génial. J'en ai vu de toutes les couleurs, ils nous ont pas ratés, ça c'est sûr. Oui, les obstacles étaient bien sportifs, ouais. Les boîtes de paille surtout à grimper et à redescendre avec le temps qu'il fait, c'était pas évident. C'était rigolo et surtout, c'était pas une course toute simple, c'était un peu plus mouvementé. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur TV 78.